Le grand plateau aujourd'hui de Jean-Pierre Havrin, adjoint au maire de Toulouse. Monsieur Havrin, bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre notre invitation et vous serez interrogé par Thomas Simonian, qu'on a l'habitude de voir ici, et par Coralie Bombay, qu'on remercie de se joindre à notre équipe. Bonjour, merci. Alors, monsieur Havrin, vous êtes maire adjoint de Toulouse, chargé de la sécurité après avoir été commissaire divisionnaire de police à Toulouse. Contrôleur général. Contrôleur général, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'était juste... Non, c'était pour voir si vous étiez réactif. Non, mais ça y est, je suis réveillé. Et c'est le cas. Donc, Coralie et Thomas vous interrogeront sur la sécurité au plan national, sur la sécurité au plan local, et on parlera, mais encore une fois, ça ne vous étonnera pas beaucoup, on parlera de municipal. Ah ouais, c'est étonnant. C'est un beau programme. Alors, sécurité au plan national, je ne sais pas qui commence, c'est Thomas. Allez, on va démarrer. Alors, on sait, monsieur Havrin, que vous aviez plus ou moins inspiré Martine Aubry sur les questions de sécurité. Alors, on avait dit ça, est-ce que c'était vrai ou pas? Si vous voulez, j'ai participé avec, à l'époque, avant le présidentiel, à l'élaboration, si vous voulez, du programme de François Hollande pour la sécurité. Et donc, bien sûr, j'avais vu Martine Aubry aussi, enfin, tout le monde. Alors, on va justement parler du national et du gouvernement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des affrontements entre Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sur beaucoup de thèmes, mais notamment sur les fameuses peines planchées. Vous êtes plutôt Taubira ou plutôt Valls? Alors, je ne résumerai pas ma réponse comme ça, mais vous savez, la difficulté entre un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice a toujours existé pour des raisons évidentes. Chacun défend sa boutique, chacun est un peu porté par le personnel qui est autour, les conseillers, etc. C'est très affirmé, là, quand même. Oui, mais moi j'ai connu Chevènement et la ministre de la Justice de l'époque, dont le nom m'échappe. Mais c'était pareil. Enfin, je veux dire, il y a eu des affrontements, affrontements. C'est un mot un peu fort peut-être, mais enfin, il y a eu des différends importants parce que le but que chacun se fixe est un peu différent et on n'a pas l'habitude non plus, hélas, de travailler ensemble. Moi, je crois que normalement, dans l'idéal, un ministre de l'Intérieur et une ministre de la Justice ou le ministre de la Justice devraient travailler complètement ensemble. Mais alors, sur le fond? Sur le fond, je crois qu'il faut pas faire de... Moi, je pense que la suppression des peines planchées, c'est une bonne chose. Et que moi, j'ai lu, parce que j'ai rencontré Taubira plusieurs fois ces derniers temps, et moi, la loi, je l'ai lue. Et je crois que le procès qu'on lui fait, c'est un procès aussi sur un ressenti de cette loi qui n'est pas du tout réel. Moi, je pense vraiment que dans certains cas, et pourtant je suis flic, la prison n'est pas du tout la bonne solution pour certains cas. Il faut commencer par autre chose pour éviter la récidive. Et je pense que le gros problème qu'on a en France et en Europe d'ailleurs aussi, c'est ce problème de récidive. Et il y a des pays qui ont réussi à le régler en ne faisant pas systématiquement, en n'ayant pas recours systématiquement à la prison. Donc moi je pense que là, alors il faut savoir où s'arrête le curseur. C'est ça le problème, c'est de dire, les gens ont l'impression, on leur vend, on leur dit, on va mettre tout le monde dehors, on va plus mettre les gens en prison. C'est complètement faux. Alors après, je pense que les différences, c'est à la marge de savoir où on arrête, qui on met quand même en prison, qui on met pas, et voilà. Mais je pense que vraiment cette lutte contre la récidive, c'est très important. Et pendant 30 ans, largement, on a essayé, on a mis les gens en prison directement, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi pas essayer autre chose. Et il y a des pays où on s'aperçoit que cette façon d'appréhender la délinquance fonctionne. Donc pourquoi pas. Manuel Valls est justement l'homme peut-être le plus apprécié des Français dans le gouvernement et aussi le plus critiqué par son propre camp. Et on l'a vu particulièrement sur le dossier des Roms, qui s'est cristallisé autour de l'affaire Leonarda. Est-ce que finalement la présence des Roms est une vraie problématique ou est-ce que c'est un sujet plutôt médiatique, repris par un effet boule de neige par les journalistes, ou est-ce qu'il y a vraiment un vrai sujet là-dessus? Je crois que symboliquement il y a un sujet parce qu'ils se voient, mais ils sont pas très nombreux finalement par rapport au problème global. Ils sont pas si nombreux que ça. Donc
je pense que ça a été exploité. Alors justement, il y a quand même, hélas, actuellement dans le pays, de plus en plus, une droitisation. On banalise des choses et on a toujours trouvé en France depuis des années des victimes. Il faut désigner quelqu'un. Et là, bon, en ce moment, c'est les Roms, hélas pour eux. Et bon, est-ce qu'on peut voir, si vous voulez, dans la façon dont Leonarda a été interpellé, que peut-être la police n'est pas encore arrivée à changer sa culture et à revenir à cette fameuse culture dont moi j'étais un adepte fervent, c'est-à-dire la proximité, que cette révolution culturelle n'est pas encore aboutie, parce que s'ils étaient vraiment aboutis, ils n'auraient pas fait ça. Les gars de terrain, alors qu'eux, ils sont pour rien. Mais ils n'ont pas eu le sentiment, peut-être qu'aujourd'hui, on était arrivé à un stade où ça avait quand même complètement changé par rapport à Sarko, qu'il fallait avoir des réactions différentes, une philosophie différente et une vision du terrain qui entraîne des réactions différentes, où on n'est plus dans cette culture où on évacue les gens sans ménagement, où on n'a qu'une idée en tête, c'est des bons chiffres, qui sont d'ailleurs des bons chiffres à vendre, mais qui sont des mauvais chiffres pour la réalité du combat de la délinquance. Donc finalement, le problème, c'est plus la forme que le fond. Sur le fond, la politique menée par Manuel Valls, selon vous, est bonne sur le sujet des Roms. Vous parlez des Roms précisément? Oui. Sur les Roms, oui, il faut effectivement, quand il y a des gens qui sont en situation irrégulière, il faut les évacuer. Tout pays, toute république, même démocratique, doit quand même préserver son territoire. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient là parce qu'ils sont arrivés en trichant, etc. Néanmoins, il faut pas en faire un symbole absolu. Et dans la manière de le faire, je pense qu'il faut bien montrer la différence entre la droite et la gauche. On va parler du Front National, Jean-Pierre Avin, qui ne cesse de monter dans les sondages, en mettant en avant ces sujets sécuritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous disiez tout à l'heure, que la France se droitise, ou que les Français ont peur, ou les deux? Je pense que c'est la peur. Si vous voulez, ça fait des années que des hommes politiques ont un outil, c'est faire peur aux gens, pour leur faire accepter des tas de choses. Je veux dire, ça peut être de grande banalité, comme faire accepter des caméras, faire accepter des contrôles plus fréquents. On va en reparler, des caméras de surveillance. On peut faire, je veux dire, donc la culture de la peur, sur le moment, ça peut être payant pour un homme politique, mais le problème, c'est que une fois qu'il a fait peur à tout le monde, ils n'arrivent plus à maîtriser cette peur. Et ça leur revient dans la figure, que c'est pas que à un moment donné, bon, stop, maintenant ils ont assez peur, mais non, ça continue. Et c'est cette peur qui entraîne des réactions droite, qui droitise le débat politique. Les gens ont peur, et alors ils ont peur dans la rue, pas toujours de façon justifiée d'ailleurs. Ils ont peur de perdre leur boulot, ils ont peur de tout. Et alors, pour canaliser sa peur, l'idéal, c'est quand même de désigner le fauteur de troubles en disant s'il n'y avait plus d'étrangers en France, mon Dieu, on aurait tous du travail. Enfin, on a connu ce raisonnement stupide. On dit il y a 3 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'étrangers, voilà. Donc s'il n'y avait plus d'étrangers, il y aurait plus de chômage. Enfin donc et cette peur, alors en matière de sécurité, moi j'ai connu quand même une époque où la police était complètement coupée du politique. Elle n'était pas dépendante. La police arrivait à rester quand même assez technique. Et moi j'ai connu ce changement qui m'a pas forcément plu d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, la police, la sécurité globalement, est devenue un enjeu politique, voire politicien. C'est-à-dire c'est un moyen de vendre sa salade, etc. Et au lieu, moi je pense qu'un homme politique normalement, il devrait montrer la voie à quelqu'un. C'est lui qui doit montrer la voie, et non pas suivre les gens. Il accompagne des peurs, et c'est plus facile, quoi. C'est-à-dire qu'en matière de sécurité, c'est vrai que c'est compliqué d'aller à contre-courant. Regardez-nous, quand on dit, par exemple, on veut pas mettre des caméras partout, etc., les gens leur ont tellement vendu la peur, et dire s'il y a des caméras, ça sera vraiment formidable, c'est un outil, c'est la baguette magique, etc. Bon, c'est une honte, parce que c'est vraiment une escroquerie, quoi, de dire ça. Autant une caméra peut servir parce que c'est un outil qui peut être rajouté à un dispositif, mais faire croire que la caméra c'est la solution, c'est un scandale. Mais voilà. Donc on arrive, si vous voulez, peu à peu, on parle de sécurité non plus comme des techniciens ou avec une vraie pensée, mais aujourd'hui tout le monde dit n'importe quoi sur la sécurité. Il y a des hommes politiques, je vois comme Moudingue par exemple, lui, en 6 ans, il n'a pas évolué d'un iota, il est resté à l'âge de pierre, quoi. C'est-à-dire quand il parle de sécurité, il parle de doubler le nombre de policiers municipaux et de mettre 500 caméras de vidéosurveillance. Enfin, voilà. Ça, c'est pas une réflexion. C'est pas sérieux. Et moi, je crois que l'expérience que j'ai eue avant et celle que j'ai eue ici, il me semble que la sécurité, c'est vraiment un truc qui doit être pensé sérieusement, de façon certainement politique, mais aussi très technique, et qui doit s'appuyer sur une philosophie solide. Donc le Front National, c'est pas forcément inquiétant pour vous?
Si j'entends bien. Ah, moi, le Front National, pour moi, c'est hyper... Non, mais je veux dire, la montée, ne vous inquiétez pas forcément, vous l'expliquez, et dans ses propos, on comprend que ça peut être jugulé aussi. Ah, ben j'espère bien, parce qu'alors là, je suis obligé de prendre le maquis, moi, mais bon... mais bien sûr, mais il faut arrêter, justement, je crois qu'un discours sérieux, alors... Moi, je vais parler plutôt de sécurité, mais sur tous les sujets. Mais en matière de sécurité, c'est là où souvent le discours est le moins sérieux, c'est n'importe quoi. C'est on fait appel aux fantasmes, aux peurs, etc. C'est un discours sérieux, parce qu'il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On leur dit voilà, non, bon, les caméras, c'est pas comme ça, c'est ceci, c'est cela, tel truc. On essaie d'expliquer au fur et à mesure ce qu'on fait, et on n'est pas obligé. Enfin, à mon avis, hein. Alors, je suis peut-être pas un bon politique, mais d'accompagner systématiquement l'opinion majeure. Cette opinion-là, le rôle de l'homme politique, c'est peut-être de la faire changer et de montrer la bonne voie. Moi, je crois que c'est ça. On en a terminé pour la sécurité au plan national. On va passer, Monsieur Avrin, si vous le souhaitez, à la sécurité au plan local. Bien sûr. Alors la sécurité au plan local, l'actualité est marquée par des braquages, de petits commerces, des vols à main armée. Alors la Haute-Garonne n'est pas parmi les départements les plus touchés en France. Il n'empêche, on arrive aux fêtes de fin d'année, les bijouteries ou certains commerces un peu sensibles où on commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Qu'est-ce qui est peut-être déjà mis en œuvre pour venir... Alors, la période des fêtes, traditionnellement, moi, ça fait 40 ans que je m'occupe de ça, forcément... Plus ça brille, plus il y a de choses à prendre, plus il y a de risques que quelqu'un essaie de les prendre, ou de façon légale ou illégale. Hein. Donc, les braquages, ça peut arriver. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Toulouse, en particulier, ou la Haute-Garonne, c'est pas le Bronx, quoi. C'est-à-dire, c'est par rapport à... Moi, j'ai beaucoup voyagé par rapport à la France. Globalement, on est plutôt pas mal placé. Par rapport à l'Europe, assez bien. Et que... Des problèmes comme ça, il n'existe pas dans le monde une ville de 500 000 habitants où il n'y a pas ce genre de choses. Alors notre rôle, c'est pas de faire croire aux gens qu'on peut empêcher tout ça. Jamais empêcher, il y aura toujours moyen de trouver. Mais l'idée, c'est de voir comment on peut le réduire et de redonner ce sentiment de sécurité aux Toulousains en particulier. Parce que pendant longtemps, quand on a voulu expliquer les problèmes de sécurité ou d'insécurité, dès qu'on voulait parler du sentiment d'insécurité, tout le monde trouvait ça suspect. On avait l'impression qu'on disait ça simplement pour ne pas répondre à la vraie question. Alors que la sécurité, c'est composé vraiment de ces deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a les chiffres, et puis il y a ce sentiment. Parce que ce qui est important, c'est ce que les gens ressentent. Moi, au Canada, par exemple, nos amis canadiens, ils ont une expression, pour le froid, ils disent toujours température moins de temps, froid ressenti, moins de temps. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Parce que si on explique aux gens que, à Toulouse, c'est formidable et qu'ils sont en pleine sécurité, mais qu'eux, ils le ressentent pas comme ça, on se trompe. Enfin, on n'arrive pas à notre but. Parce que le but du politique, c'est aussi ça. C'est d'arriver peu à peu à convaincre les gens, mais en leur montrant la voie. Moi, je le répète, parce que j'ai toujours ce sentiment que ce suivisme, quelquefois, du politique pour se raccrocher à l'opinion publique, c'est pas ça le rôle d'un vrai politique. Le rôle d'un vrai politique, c'est d'éclairer, de montrer le chemin, quoi. Voilà. Donc, et en toutes les matières, et même dans celle-là. D'accord. Alors, le gros dossier du moment, Jean-Pierre Avrin, c'est la fameuse vidéosurveillance dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. On a eu, coup sur coup, j'allais dire... Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc invités dans cette même émission, et on a vu que ça cristallisait quand même l'opposition entre les deux. Donc Pierre Cohen, lui, nous a bien expliqué qu'il ne servait à rien de généraliser, que s'il y avait des endroits pertinents, il les analyserait, mais que la vidéosurveillance n'était pas une fin en soi. Et on a eu un Jean-Luc Moudenc qui, lui, nous a expliqué que pour rassurer les Toulousains, il fallait généraliser cette fameuse vidéosurveillance. Alors, je suppose que vous allez soutenir la thèse Cohen, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin et nous expliquer justement pourquoi il ne faut pas généraliser cette vidéosurveillance? Si vous voulez, le premier problème, c'est que on a la vidéosurveillance, ce culte de la vidéosurveillance, c'est parti à partir du moment où l'État a décidé de diminuer les effectifs de la police. Donc le but, et Dieu sait s'ils ont diminué, parce que Sarko a diminué la police nationale de 11 500 effectifs, qui se ressent sur le terrain quand même. Hein. Mais donc l'idée, c'était de dire, on va diminuer les effectifs, mais vous inquiétez pas, on met des caméras. Les caméras sont formidables, ça va remplacer les flics. Ce qui est complètement une escroquerie, c'est complètement faux. La caméra, c'est un outil
qui dans certains cas, alors on étudie les cas, on met en place tout un dispo, l'urbanisme, on peut changer l'urbanisme, on peut mettre des services sociaux, faire patrouiller la police municipale, faire patrouiller la police nationale, enfin, trouver tout. Et à la fin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, à la fin du dossier, on se pose la question, maintenant à chaque fois, à Toulouse en tous les cas, est-ce que si on mettait à cet endroit-là une caméra, ça améliorerait ce dispositif? Voilà, ça c'est... Et on avait fait venir... Dans ce que vous avez fait par exemple à Pargaminière. Absolument. À Pargaminière, à Antonios de Gaulle, voilà. Donc parce que là, après analyse, il nous semble, enfin, j'espère qu'on a raison, que là, ça sera vraiment, c'est un plus qui va apporter quelque chose au dispositif. Et non pas comme on fait les autres avant, c'est-à-dire, vous avez des caméras qui ont été mises parce qu'il y avait à tel endroit une pression de commerçants, là, un lobby, machin, là-bas, non. Ça c'est pas sérieux. Il faut mettre, quand on en met les caméras, il faut les mettre comme un complément à un dispositif. Et surtout partir du principe que ça ne remplacera jamais la présence humaine. Moi, je me rappelle quand on a fait venir des gens de partout pour expliquer aux gens un petit peu ce qu'étaient ces caméras. On a fait venir, par exemple, il y avait des Allemands, des Anglais. Il y avait le patron de la police de Londres qui finit son discours en projetant la photo d'un Bobby's et disant, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, les caméras ne remplaceront jamais celui-là. Ça, c'est clair. Et pourtant, Dieu sait s'ils étaient accros à Londres, c'est truffé de caméras. Et d'ailleurs, dans le discours, les collègues policiers là-bas reviennent largement en arrière. Alors, ce qu'il fallait, c'est qu'on a fait des débats qui ont pu nous faire avancer parce que ça a montré que la caméra, c'était ni maléfique, ni magique. C'est un outil. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on est dans cette pensée-là, on peut évacuer tout ce fantasme, etc. Mais c'est vrai que, Moudin, quand il dit il en faut plein, il joue sur la peur. Là, il joue que sur la peur. Il joue pas sur l'efficacité. Il joue que sur la peur en disant, vous avez peur, on va vous mettre des caméras, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. C'est totalement insuffisant. C'est peanuts. Alors moi, je voulais revenir avec vous sur certains outils que vous avez mis en place, comme les gyropodes, la police montée, les shooters, donc je rappelle qu'ils interviennent sur des faits de tapage nocturne. Je voulais savoir si finalement c'était des vraies solutions ou est-ce qu'on ne pouvait pas considérer, comme le fait des fois l'opposition, comme des gadgets un petit peu de la sécurité. Voilà, ça prouve qu'ils ont encore rien compris, mais c'est pas grave. Je m'attendais pas à mieux. Mais non, parce que si vous voulez, la sécurité, c'est une coproduction. Il faut pas croire que quand vous avez un problème de sécurité ou d'insécurité, les seuls atouts, les seuls leviers, les seuls vecteurs qu'on peut employer, c'est la police, ou qu'elle soit municipale ou nationale. C'est bien plus large que ça. Et si on veut être efficace, c'est une coproduction entre tous les services. Et à l'intérieur d'un service comme la police municipale, de multiplier les modes d'intervention. Enfin, et chaque mode, d'ailleurs, il y a une logique. C'est-à-dire que derrière chaque gadget, entre guillemets, qui est dénoncé, là, c'est en fait, il y a une logique de rapprochement avec la population. Quand on est arrivé, la police municipale était cantonnée au centre-ville, mettait des PV. J'ai réformé complètement la police municipale. On a découpé Toulouse en 6 secteurs. Dans chaque secteur, il y a des gens qui sont attachés à ce territoire, qui sont toujours les mêmes fonctionnaires, et qui peu à peu s'approprient le territoire, s'approprient la population, et inversement, la population s'approprie leurs policiers. Ceux-là, ils leur parlent. En plus, chacun, on leur a donné une carte chaque secteur a son numéro de portable perso. Donc le Toulousain, quand il a un problème dans son quartier, il a son flic, quoi. Il peut appeler un numéro particulier. On a doté chaque secteur d'un véhicule qui s'appelle un poste mobile de proximité. On va vers les gens, on dit tiens là il y a un problème, on va se poser 1 heure ou 2 là. C'est un véhicule qui peut recevoir du public, on peut s'asseoir. Donc c'est pas les gens n'ont pas besoin d'aller au commissariat ou d'aller au poste de police municipale. On va vers eux. La brigade des caisses, c'est un vecteur dans tous les pays. D'abord efficace en matière de patrouille. Il y en a même à New York, il y en a partout. Enfin, vraiment, on serait les seuls à pas en avoir. Et c'est aussi un vecteur de rapprochement entre la police et la population. Il y a qu'à voir la relation qu'il peut y avoir dans la rue quand les gens voient passer les policiers municipaux à cheval et quand ils voient passer un gars à pied. Un gars à pied, ils vont pas lui parler. Là, aux chevaux, ils vont se tourner, ils vont lui parler. Et en plus, c'est efficace. Les gyropodes, c'est pareil. C'est un type qui est sur un gyropode, il peut faire 7 fois plus de chemin sur son itinéraire qu'un piéton. Et il peut aller jusqu'à 20 km/h. Et en plus, ça interpelle un peu les gens, parce qu'ici, ils sont pas encore tout à fait habitués. Excusez-moi, il y a combien de gyropodes sur Toulouse ? Là, il va y en avoir 4, là. Il y en a 2 pour le moment. Voilà, parce que c'est très peu, on peut dire que c'est des moyens qui peut-être font un rapprochement avec la population, mais dans chaque secteur, il y a peut-être 4 gyropodes, il y a pareil 4 chevaux, je crois, pour 8 policiers. C'est très peu de non, moyens mais sur chaque... la brigade des caisses, elle a une vocation globale, elle n'est pas sur un secteur. Parce que si vous voulez, pour que
nos secteurs soient efficaces, on a coupé la police municipale en deux, c'est-à-dire qu'il y a un service général qui s'occupe de tout. Sinon, à ce moment-là, il y aurait toujours une raison, et moi je l'ai connu dans d'autres vies, pour que le policier du secteur soit ailleurs, parce qu'on le prend pour faire autre chose. C'est que là, ils sont intouchables. Ils sont dans leur secteur, et on s'aperçoit. Et aujourd'hui, dans les réunions, par exemple, je vois les élus au début, bon, ils ne leur seraient même pas venus à l'idée de faire appel à la police municipale quand ils vont à une réunion de quartier. Aujourd'hui, ils peuvent plus s'en passer. Alors effectivement, notre prochaine étape, ça sera maintenant qu'on a bien mis tout ça en place et que c'est opérationnel, cohérent, il faudra peut-être renforcer les effectifs dans certains endroits, etc. Mais c'est pas le but, c'est pas dire on va mettre plus, c'est de dire bon on va faire mieux parce que là on est insuffisant, voilà. Donc, alors vous parliez Jean-Pierre Avrin de la police municipale. Alors justement, quand vous êtes arrivé aux affaires en 2008 avec Pierre Cohen, vous avez fait le choix de la désarmer. Non. Puisque Jean-Luc Boudin, non, parce qu'elle était armée la nuit. Non. Elle est restée comme elle était. Non, elle était armée que la nuit. Et elle est toujours armée que la nuit. Alors, je l'ai pas désarmée. Mais ça c'est des bulles. Jamais. Ah non, mais parce que c'est ce que dit la droite. Donc. Mais parce qu'il faudrait qu'ils se renseignent à la fois sur l'existant et à la fois sur la façon dont on peut résoudre les problèmes, bien sûr. Mais on n'a jamais désarmé. On est arrivé. La police municipale était armée la nuit. La nuit. Ouais. Donc, et moi, j'ai toujours dit que la police municipale, je suis pas pour l'armement, mais néanmoins, qu'en fonction des missions, ils peuvent être armés dans certains cas. Et la nuit, ça me semblait logique. Donc, ils sont restés armés la nuit. Donc, on est dans le fantasme. On est dans le fantasme encore. La question du doublement des effectifs, vous le disiez tout à l'heure, Jean-Luc Boudin propose dans son futur projet municipal de doubler les effectifs de la police Alors, municipale. Il y en a 200, ça fait 400. Ça va coûter cher aux 12 ans, mais vraiment, doubler, il le fera pas d'ailleurs, mais doubler les effectifs, c'est hallucinant. Je veux dire, bon, ça servira à rien. Il ferait mieux d'intervenir auprès du préfet pour que, éventuellement, la police nationale obtienne des effectifs supplémentaires. Mais alors, pourquoi ce doublement, au-delà de l'aspect, j'allais dire, économique, pourquoi il n'est pas utile ? Parce que c'est surdimensionné, je veux dire, ce serait, en plus, doubler d'un seul coup, ça montre d'ailleurs qu'ils réfléchissent pas du tout au problème. Peu à peu, moi, ce que je disais, c'est que on a mis en place des dispositifs. Justement, vous le disiez, il y en a certains qui sont un peu légers encore et qu'il faut renforcer. Mais dire comme ça, on va doubler, mais ça veut rien dire en plus. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, on est dans le fantasme, on est dans l'approximatif, et ça c'est pas sérieux. En matière de sécurité, il faut toujours être pragmatique, sérieux, et réfléchir au problème et trouver des solutions, mais pas, voilà, on met 200 mecs, mais ça veut rien dire. Enfin, alors, je vais prendre la question à l'envers. Est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux à Toulouse ? Je pense qu'il en faudra un peu plus. Non, mais parce que justement, on a mis en place un système. Et il s'avère que peu à peu, on s'aperçoit que dans tel endroit, ça serait mieux s'il y en avait un peu plus, parce que on est victime du succès, quoi. La demande est de plus en plus forte et les gens prennent cette habitude. Et tout en faisant attention à faire que la police municipale reste dans son domaine. Pas de mélange avec la police nationale. Et je crois que notre grande victoire aujourd'hui, là, au bout de 5 ans, c'est ce rapprochement qu'il y a eu avec la police nationale, cette complémentarité qui fait que, pour les Toulousains, c'est bénéfice. C'est-à-dire que on se marche pas sur les pieds, chacun fait son job, et à la fin, il y a plus de sécurité. Donc, si je comprends bien, vidéosurveillance plus police municipale, l'opposition ment aux Toulousains, alors. Oui. Si on vous suit. Oui, absolument. D'accord. Enfin, ils mentent. Alors, le seul bémol que je mettrais, je sais pas s'ils le font exprès, je crois que c'est par incompétence. Bon, ça c'est noté. Fantasme, incompétence. Une autre question, Coralie ? On peut passer, je pense, au sujet au municipal. Alors, je vous propose, M. Avrin, une petite pause musicale pour vous laisser souffler. Aussi les mœurs. Et on se retrouve de suite après pour parler de municipal. Voilà, on revient plateau pour le grand plateau de Jean-Pierre Avrin, maire adjoint de Toulouse. Après avoir parlé avec Coralie et Thomas de sécurité au plan national et au plan local, on va parler de municipal. Coralie ? Alors, est-ce que, selon vous, la sécurité sera un sujet principal de la prochaine campagne sur les élections municipales ? Je le crains. Je le crains parce que si pas pour Pierre Cohen, je pense pas. Enfin, mais pour Boudin, bien sûr, il va essayer d'évoquer ça en permanence, mais à sa façon, c'est-à-dire une façon extrêmement approximative et toujours dans cette idée de faire peur aux gens en disant si c'est nous, ça sera mieux. Mais bon, pour le moment, il faudrait qu'ils se mettent rapidement à réfléchir à la problématique de la sécurité. Ouais. Parlons politique.
Jean-Pierre Avrin. La gauche, à l'entrée de cette campagne municipale, elle apparaît quand même divisée, avec les Verts qui ont décidé l'autonomie, une partie du front de gauche emmené par Jean-Christophe Célin, qui est un de vos collègues au conseil municipal, qui là aussi a décidé de l'autonomie, et maintenant le sénateur Jean-Pierre Plancade, qui divise un peu le parti radical de gauche à Toulouse sur la question municipale. Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre majorité ? Moi, il me semble que ce sont des situations assez connues, quoi. Donc que les Verts veuillent partir tout seuls, c'est quand même pas la surprise du siècle. Ils l'ont toujours envisagé un peu, peut-être que voilà. Puis il y a peut-être des idées personnelles. Célin, bon, Front de gauche. Lui, il n'a pas voté. Il n'a pas voté le budget. Il n'a pas voté le budget. Logiquement, un mec qui vote pas le budget, le maire en a tiré les conséquences. Ça me semblait. Ça m'a pas choqué, quoi. Je veux dire, ça, c'était. Et puis, alors après, Plancade, je crois que lui, c'est un coup à trois bandes que Plancade, il a d'autres. S'il se présente, c'est pas pour être élu maire de Toulouse, quoi. Voilà, c'est pour être clair. Donc, il y a quand même, j'allais dire, 3 contextes différents dans cette division à gauche. Mais au final, est-ce que ça vous inquiète, cette dispersion ? Je pense que déjà, par rapport à la droite, on est quand même beaucoup moins divisé, et que ce sont des divisions ponctuelles, et que bon, normalement, au deuxième tour, les Verts devraient logiquement soutenir et le front de gauche aussi, puisque Jean-Christophe Célin a dit qu'il n'y aurait, que. Je vois pas le front de gauche voter pour Moudin, quoi. Faut être clair. Mais moi, je suis pas un grand spécialiste. Je suis le seul de dire quasiment être sur la liste des civils, quoi. Donc, je suis pas encarté. Donc, je n'ai pas, peut-être pas la qualité d'analyse de mes collègues politiques. Vous observez quand même, Jean-Pierre Avrin, ce qui se passe même au niveau de vos collègues. Absolument, absolument. Non, mais c'est juste pour le dire, quoi. Alors de son côté, l'opposition est également entrée en campagne. De ce qu'on a commencé à en entendre, quel est votre regard là-dessus ? Si vous voulez, moi, ce côté, quand on arrive dans ces périodes-là, c'est c'est moi qui me gêne le plus, c'est ce côté politicien, pas politique. La politique, c'est bien, la politique, c'est beau, c'est pour montrer le chemin aux gens, etc. Mais le côté politicien, c'est pas forcément le côté le plus sympa. Et puis, ce côté, quand même, où les gens osent accéder des contre-vérités manifestes. Alors comme c'est la campagne, tout le monde admet un peu ça. Enfin, politiquement, c'est admis. Je parle du pays entier, là, je parle pas forcément de Toulouse. Bon. Alors comme on est en campagne, ne nous faites pas des contre-vérités ce matin. Mais non, alors, j'essaierai. Bon, donc sur les idées pour l'instant avancées ou sur les remarques, en tout cas, de Jean-Luc Boudin, que vous sentez un peu. Moi, ce que je peux dire, si vous voulez, oui, moi là où je trouve que c'est bon. Il est malvenu des fois de critiquer, mais où les critiques sont complètement artificielles. Bon, moi je crois que on le voit aujourd'hui, par exemple, l'idée qui a mené des travaux qui ont été faits, rue Alsace-Lorraine et ailleurs, les gens ont compris, ils ont accepté difficilement les inconvénients, parce qu'il faut avouer que c'est long, c'est difficile, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde voit ce que ça va donner, que non seulement c'est pas des petits travaux comme ça a été fait avant, ponctuels, mais qu'il y a une idée globale, grâce à Busquets d'ailleurs, l'architecte, qui a mis cette idée de retour vers la Garonne, où on voit que tout est cohérent, que les différents travaux qui sont faits vont dans le même sens. Et je crois que là, la politique qui a été faite a du sens. Elle a du sens. Alors maintenant, c'est à nous à bien expliquer le sens que ça a. Mais je crois que, moi, il me semble que depuis quelques semaines, il y a une perception des gens par rapport aux travaux qui sont finis et qui commencent à se dire, oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été pensé et qui pour Toulouse, c'est une bonne chose. Enfin, en tous les cas, moi, je vois tous les gens qui viennent de l'extérieur, ils arrivent à Toulouse, ils ont qu'une envie, c'est d'y rester quand même. Alors, on va parler de l'actualité du jour, j'allais dire, monsieur Avrin. Sondage ce matin dans la Dépêche du Midi. 54 pour Pierre Cohen, 46 pour Jean-Luc Boudin, donc au deuxième tour. On rappelle que lors du dernier sondage d'il y a quelques mois, c'était 52-48. Qu'est-ce qui se passe d'après vous ? Je pense que tout ça, tout ce qu'on a dit, c'est que on a reproché souvent à Pierre, à la mairie, de
de trop réunir les gens, trop réfléchir, etc. Alors, c'est vrai que avant de passer vraiment à l'acte, il y a eu... C'était le cas au début du mandat. Voilà, mais ce qu'il y a eu, c'était volontaire, c'était une réflexion. On peut pas répondre n'importe quoi, comme le fait Moudin sur la sécurité. Je veux dire, à un moment donné, donc il y a eu cette réflexion, et là, c'est vrai que c'est dur à vivre, il faut avoir du courage politique, parce que vous êtes critiqué par tout le monde, cette espèce d'immobilisme apparent, quoi. Mais une fois que tout ça a été pensé, et que tout ce qu'on a fait a été mis en œuvre, et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Et je crois que les Toulousains ont compris ça. D'un seul coup, ils voient que dans divers domaines, les écoles, les crèches, les travaux, la sécurité, enfin, il y a plein de choses. D'un seul coup, tous ces efforts-là sont en train de payer. Et finalement, ça pourrait peut-être expliquer les sondages. Et aussi, d'un autre côté, la faiblesse de Moudin, quoi, qui ne réfléchit pas, quoi. Alors, je sais pas s'il réfléchit pas, mais en tout état de cause, Jean-Pierre Avrin, ce sondage arrive au moment où le gouvernement en place, socialiste lui, flanche. Jamais un gouvernement n'a connu une telle impopularité sous la Ve République, et pourtant, à Toulouse, Pierre Cohen n'a jamais été aussi haut. Paradoxe. Bah oui, complètement. Mais ça prouve que les Toulousains, c'est quand même, sont des citoyens particuliers qui sont d'abord Toulousains et qui se préoccupent d'abord de Toulouse et de leur vie, et puis qui après s'occupent effectivement, peuvent être influencés quand même par le contexte national. Mais je pense que cette identité toulousaine, elle est quand même très forte. Enfin, moi, j'ai déménagé 14 fois dans ma carrière, j'ai fait le tour de France, j'ai habité à peu près partout. Et je pense que Toulouse a une véritable identité et que ça peut, en partie, je veux dire, expliquer ce fait que l'ambiance nationale n'est pas forcément un impact aussi fort qu'il devrait l'avoir. Dans ce sondage, on voit aussi que le Front National pourrait être au deuxième tour, ce qui n'empêche pas d'ailleurs dans ce sondage Pierre Cohen de gagner. Mais ça vous inspire quoi quand même? Ça me fait peur. Parce qu'on a toujours dit que le Front National était un peu mis de côté à Toulouse, oui, que la sociologie ça fait faisait peur, ça fait peur. Pour une fois qu'on parle moi, j'ai pas souvent peur, mais là, je veux dire, ça fait peur pourquoi on en arrive là? Pourquoi aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on peut arriver à ce que le Front National soit au deuxième tour? Alors, même à Toulouse, qui était hyper protégé par ça, pourquoi on peut arriver à ça? Eh bien, parce que, aussi, on a cultivé toutes ces peurs et que maintenant, on a joué les apprentis sorciers et qu'on les maîtrise plus. Enfin, je pense que les politiques sont pas assez bien expliquées, ou on laisse aussi croire que le Front National s'est banalisé, ce qui est totalement faux. Moi, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de les approcher pour les protéger, parce que les flics, il faut qu'on protège tout le monde, y compris le Front National. Donc, il m'est arrivé quand j'étais en Haute-Savoie, par exemple, d'aller sur un bateau, sur une péniche, où ils faisaient leur repas de midi, donc j'étais avec quelques-uns de mes gars pour les protéger, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Au bout d'un moment, ils ont oublié qui on était, et j'ai entendu le vrai discours du Front National. Et je peux vous dire que ça, c'est terrifiant. Alors, je reviens sur l'influence du national. Il est un secret pour personne qu'il y a un ministre socialiste à Toulouse, Kader Arif. Est-ce pour éviter l'interférence entre le national et le local qu'on entend très peu, pour ne pas dire pas du tout, Kader Arif? Oh, je sais pas, parce qu'il a fait ça dès le début, donc au début on n'avait pas ce problème de. Non, je crois qu'il est très occupé, il a de quoi faire. On le met pas en avant quand même pour un ministre. Non, mais bon, c'est un ami personnel de François Hollande, et je pense qu'il seconde le ministre des Armées. Tous ces temps-ci, ils ont eu pas mal de choses à faire. Non, enfin, au départ, de toute façon, il a fait comme ça dès le début. Donc je crois pas que ce soit un calcul de ce genre. Je pense pas. Alors pour revenir sur les municipales, très concrètement, d'ici quelques semaines, la liste de Pierre Cohen sera révélée. Est-ce que vous en ferez partie? Ah, ça, j'en sais rien. Moi, Est-ce que vous voulez y faire partie? Moi, je veux bien continuer. Je sais pas si ça sera en matière de sécurité au plan toulousain, ou est-ce que on peut envisager, parce qu'il y a aussi un avenir avec la métropole, la communauté urbaine, etc., où il y a tout, là, à ce niveau-là, il y a tout à inventer. Donc, mais j'en sais rien, j'attends. J'ai fait savoir à Pierre que j'étais candidat, oui, volontaire pour y retourner, parce que, et puis voilà, donc mais ça se passe comment exactement, une reconduction de liste pour les gens de la société civile comme vous? Alors, on fait savoir à Pierre Cohen qu'on est partant de nouveau, et c'est lui qui décide. Il y a un équilibre, société civile, politique? Enfin, équilibre, oui, on n'est pas nombreux quand même, société civile, mais il faut que lui, il commence par sa liste PS, c'est normal, parce qu'il faut qu'il la remette d'abord. Aux instances.
C'est même plus compliqué puisque c'est les militants qui vont voter Oui. au PS pour Voilà. les personnes qui sont Et nous, désignées. enfin, et la société civile, on est un peu, bon, c'est après, quoi, c'est à part. Et est-ce qu'il est convenu entre vous... Mais les premiers sont les derniers. Je sais pas. Comme bien souvent. Est-ce qu'il est convenu entre vous qu'il y aurait un certain quota de nouvelles personnalités? Ah, non, mais enfin moi, il y a que Pierre qui sait. Il y a que lui. Pierre, il fait son truc tout seul. Enfin, tout seul. Je sais pas, mais enfin, en tous les cas, il ne fait pas savoir à tout le monde ce qu'il est en train de calculer. Je pense que forcément, il y aura certainement des personnalités nouvelles. Donc ceux qui voudraient en être, il faudrait qu'ils se dépêchent maintenant. Ah oui, bah, peut-être qu'eux, ils le savent. Peut-être qu'ils se sont fait connaître. Moi, je suis pas dans le secret des lieux. Puis en plus, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Mais par contre, vous avez eu une vraie discussion avec Pierre Cohen sur votre présence sur la liste. Donc Oui, vous tout à devez fait. bien sentir ce qui va se passer. Ah non, il est malin. Non. Ça, on n'en a jamais douté. Et voilà. Et moi, je suis très urbain, donc je ne pose pas de mauvaises questions, parce que d'abord, quand on pose de mauvaises questions, on n'obtient que de mauvaises réponses. Mais non, moi, je lui ai fait savoir, on en est à ce stade, je dis oui, moi, je veux bien revenir, etc. Mais pas forcément au même poste, parce que, bon, maintenant... Le plus intéressant quand même, c'est d'inventer, quoi, d'inventer l'office de la tranquillité, remis en place comme ça la police municipale a complètement reformé, on a créé la brigade des caisses, bon, enfin, il y a plein de choses. Donc, s'il y a d'autres, moi j'aimerais bien rentrer, si vous voulez, dans un truc où il y a un vrai défi, quoi, encore. Bon, la sécurité en est un, mais peut-être qu'il y a La d'autres sécurité moyens. dans la métropole, ça peut être un défi. Par exemple. Je sais pas, je dis ça, alors là c'est à titre personnel, parce que je suis sûr qu'il y aura un défi sur les polices territoriales, etc. Parce que c'est à venir, ça. Alors, Monsieur Havrin, concernant la future, j'allais dire, campagne municipale, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la pré-campagne municipale, dans la prochaine campagne municipale, est-ce que vous allez tenir un rôle particulier? On a bien compris que pour la liste, c'était pas encore le cas. Mais est-ce que pour l'organisation de la campagne, vous savez aujourd'hui que vous allez jouer ou pas un rôle? Ah ben non, pour l'organisation, non. Moi, parce que ça, je pense que l'organisation, ça va s'appuyer sur les gens du PS, qui sur l'équipe de François Briançon. Briançon, etc. Voilà. Donc, là, moi, s'il me demande, parce que si François me dit, tiens, tu peux nous aider sur ce point, je suis à disposition. Mais c'est pas moi qui vais faire l'organisation. Quel bilan vous tirez de l'ambiance qu'il y a eu dans la majorité? Parce que, je dis ça parce que, à travers les interviews, on peut lire quand même, notamment au niveau d'Antoine Maurice, qui est la tête de liste verte, que parfois il y a eu des tiraillements, ou que Pierre Cohen a fait preuve d'autoritarisme. Ouais. D'autorité. Pas d'autoritarisme, je veux dire d'autorité, c'est-à-dire que, bon, les autorité, c'est vous qui le dites. Oui, moi je dis autorité. Non, mais vous, autoritarisme, c'est vous qui l'avez dit, moi je dis autorité. Mais non, ouais, les Verts, effectivement, avec les Verts, il y a eu des frottements quelquefois parce que, ils étaient pas d'accord, Pierre était pas d'accord avec leur attitude. Je me rappelle à un moment donné, ils avaient envisagé éventuellement peut-être enfin, j'avais dit ça comme ça, de pas voter le budget. C'est-à-dire que là, il leur a fait savoir que ça, c'était, il y a des limites claires. Et de temps en temps, c'est normal que les Verts aient des discussions avec les socialistes, par exemple, parce que forcément, sinon, ils seraient dans le même parti, quoi. S'ils étaient d'accord sur tout. Oui, sauf. Mais il n'y a pas eu d'ambiance détestable, quoi. Faut être sérieux. Donc il y a eu une bonne ambiance, c'est ça que vous dites? Plutôt bonne, quand même, plutôt bonne. Bon. Et le rôle qui vous a été accordé à vous, est-ce qu'on vous a laissé le champ libre pour faire ce que vous vouliez au sein de cette majorité? De ce côté-là, je dois dire que j'ai eu de la chance, quoi. J'étais plutôt privilégié dans la mesure où Pierre m'a laissé faire avec. Mais il savait que je le faisais dans les contraintes que je connaissais. C'est-à-dire, je connais sa position et j'ai toujours été en phase avec lui. On n'a jamais eu on n'a pas besoin de se parler, si vous voulez, quelquefois pour avoir une position sur un problème. Comme quand les journalistes me demandaient un truc, je disais, il le lisait, il était d'accord. Voilà. Donc j'ai eu toujours. Mais par contre, j'ai eu une grande autonomie pour la réforme de la police municipale. J'ai fait l'office, enfin tout ça. J'ai dit voilà, on fait ça. J'ai pas eu j'étais pas sous la gouttière. Alors moi, je voulais revenir avec vous sur un événement marquant pendant cette mandature, sur l'affaire Mera. Je voulais savoir, vous, comment vous l'aviez vécu déjà en tant qu'adjoint à la sécurité. Et deuxième question aussi, est-ce que Toulouse en a tiré des leçons? Est-ce qu'il y avait déjà des leçons à tirer de cet événement en termes de sécurité? Alors, comment je l'ai vécu déjà, bien qu'étant policier pendant 35 ans, à titre personnel, j'ai mal vécu parce que quand je suis arrivé, j'ai vu les gamins, enfin bon, bref, même humainement, c'était hyper dur.
Et après, on a essayé de voir comment on pouvait compléter. Sur le moment, d'ailleurs, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le moment où, ce jour-là, d'ailleurs, j'ai réarmé la police municipale toute la journée, enfin les 2-3 jours où Mera n'était pas encore arrêté, on ne sait pas d'où ça venait, etc. Et j'ai proposé à la police nationale, parce qu'ils avaient des soucis pour protéger tous les sites qui devaient être protégés. Donc pour protéger le maximum de sites, j'ai pris mes patins, on a fait ce qu'on avait à faire en complément. Et on était en alerte écarlate, etc., etc. Et puis, bon, quand l'alerte écarlate a été finie, on est revenu à un fonctionnement normal. Mais les patrouilles, la présence de la police municipale aide la police nationale à sécuriser le maximum d'établissements, de bâtiments, etc. Je crois que cette présence en plus sectorisée où les fonctionnaires connaissent parfaitement leur terrain, ils savent les endroits où ça craint, je pense que c'est un plus pour la sécurité, effectivement. C'est un événement qui a marqué au-delà de votre mandature, votre vision des choses? Ouais, enfin, c'était, si vous voulez, pourtant, Dieu sait si, malheureusement, dans ma carrière en 35 ans de police, j'ai vu des choses abominables et très dures humainement, mais là, je trouvais que l'opposition entre ces corps d'enfants et une école, symboliquement, une école, c'est terrible, c'était encore, et j'ai vu des mecs de chez moi, des anciens de la BAC, qui étaient là, de la BAC, et qui les types, et tout le monde était, vraiment secoué, quoi. Humainement, ça dépassait à la fois par le spectacle, la vision, le symbole que ça représentait. C'était vraiment très 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 dur à avaler. Ouais. Dernier chapitre, Jean-Pierre Havrin. Cette campagne municipale, vous la ressentez comment? Parce que on entend beaucoup dire qu'elle sera beaucoup plus dure qu'en 2008. On a même entendu beaucoup plus sale. Vous la voyez arriver comment? Écoutez, je sais rien. J'espère que ce sera pas sale, parce que bon, c'est pas un bon moyen. Enfin, c'est pas un bon moyen de faire la politique. Moi, je trouve que le déficit globalement des hommes politiques, qui peut aussi expliquer une certaine réaction vers le Front National, c'est ce manque de respect pour les hommes politiques, par exemple, parce que ils vont ils chicaillent, ils sont pas dans la philosophie, ils sont pas dans l'application des choses, ils sont dans la mesquinerie ou voire la saloperie carrément, quoi. Bon, je crois que personne n'a rien à gagner à ça. Je suis assez confiant, parce que du côté de Pierre, c'est un mec, bon, alors, avant qu'il lui trouve un truc, je pense qu'ils auront du mal. C'est pas un magouilleur, c'est au contraire. Est-ce que des fois les gens lui reprochent, c'est sa rigueur, mais tant mieux, quoi. En plus, il a des convictions, c'est pas un type qui est facilement attaquable. Et j'espère que dans l'équipe, il y a personne attaquable. Et moi, j'ai toujours soutenu un discours très très fort sur la déontologie et toutes les contraintes que doit avoir un élu, et qui doit penser d'emblée qu'il a plus de contraintes que de droits, et qu'il faut jamais mettre le doigt dans n'importe quel engrenage, parce que le début c'est pas grave, mais il y a des suites, quoi, après. Le maire, il doit rester maire jusqu'au bout. Alors je dis ça parce qu'aujourd'hui, on voit que dans la campagne, c'est plutôt des gens comme François Briançon ou Romain Cugive qui sont en avant. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, lui, doit rester maire. C'est un peu comme le président de la République quand il est en campagne. Il doit être, lui, Pierre, il est maire de tous les Toulousains. Il est pas maire du PS, hein. Donc, je pense que c'est de la bonne attitude. En plus, il faut continuer à gérer. On va pas dire, attendez les gars, on va arrêter pendant 4 mois là, parce que là, on va faire, voilà. Il me semble. Est-ce que l'homme Cohen a changé dans cette mandature? Ouais. Je pense que la fonction crée l'organe, et que l'organe s'est encore amélioré, quoi. Qu'il est, effectivement, il est peut-être plus accessible à pas mal de choses. Comment dire? On pourrait dire que si c'était un objet, les angles se seraient peut-être un peu arrondis. On avait posé la question ici, en recevant un homme politique, à propos de cette affaire de Tsaratora, de la tuerie de Tsaratora, et on nous avait précisé que Pierre Cohen avait été très marqué par cet événement. Ah oui, moi, déjà sur l'instant, et après, oui. Mais enfin, quel homme, je veux dire, quel être humain, le mec qui serait pas marqué, je trouve que bon, il faudrait s'inquiéter pour sa santé mentale, quand même. Et alors, il y a ceux qui en ont entendu parler, puis il y a ceux qui ont vu.
ceux qui ont vu, c'est bon, voilà. Donc, enfin, moi, je pense que vous savez, l'expérience humaine, ça change un homme. Alors, lui, il a des grosses convictions, donc ça change pas le fond. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça, c'est sa force. Mais après, dans la vie, dans la façon d'aborder les choses, de communiquer avec les autres, parce que c'est pas un grand communicant, c'est sûr. Mais effectivement, il a changé un peu. Enfin, moi, je trouve qu'il s'est amélioré. Et s'il est... Pardon. Oui, non, juste pour rebondir, vous disiez, c'est pas un bon communicant. Est-ce que finalement, c'est pas sa force? Parce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que dans un monde où justement on promeut le bling-bling, la médiatisation à outrance, est-ce que finalement, cet aspect-là de Pierre Cohen, c'est pas sa force? Oui, moi je pense que c'est sa force. C'est une faiblesse sur le moment parce que les gens disent il communique pas, et à la fin quand on s'aperçoit que effectivement il vaut mieux un type qui communique pas beaucoup et qui garde ses convictions et qui suit son chemin qu'un qui communique mais qui est creux comme un tambour, qui a rien à l'intérieur, quoi. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on est quand même, le risque de notre société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent, même s'ils ont rien à dire, surtout s'ils ont rien à dire, d'ailleurs, c'est encore mieux. Alors que Pierre, il communique peut-être moins, pareil, de ce côté-là, il a quand même évolué, mais en tous les cas, il a quelque chose à dire. Alors, si Pierre Cohen est réélu en 2014, est-ce que ce sera son dernier mandat à la mairie de Toulouse? Ça, faut lui demander à lui. Moi, j'en sais rien. Je sais pas. Lui, il a dit. Je dis ça parce que Thomas nous précisait que Pierre Cohen avait dit, encore une fois, qu'il ne s'inscrivait pas en éternité à la mairie de Toulouse. C'est possible. Je sais rien. On verra bien dans le prochain mandat. On va voir qu'il va commencer à préparer peut-être certains futurs candidat. Ça a peut-être déjà commencé. Ça a peut-être déjà commencé. Voilà. À vous voir sourire, vous avez les uns et les autres une idée. Merci Jean-Pierre Averin pour ce grand plateau. Traditionnellement, on demande à nos invités si leur activité politique leur laisse le temps de faire autre chose. Quels sont vos loisirs quand vous ne parlez pas politique, j'allais dire, ou sécurité? Voilà. Le vélo. Ma survie, si vous voulez, c'est le vélo. J'essaie de faire 4-5 000 km par an. Je sors le samedi, dimanche, j'essaie de faire 100 bornes par semaine, quoi, à peu près. Et c'est bon pour ma tête, pour mon corps. Je réfléchis bien en vélo. On a l'impression qu'on pense à rien, mais quelquefois, quand je rentre, j'ai des solutions. Vous n'avez jamais croisé Nicolas Sarkozy? Non. Alors, quand j'étais président de la Fédération sportive de la police française, je lui avais lâchement offert un maillot de cycliste et un cuissard. J'ai pris la taille la plus petite qui existe au monde, mais je sais pas. Voilà. C'est le côté provocateur de Jean-Pierre. Et vu ce qui vous avait reproché, vous aimez le foot? Non. Non. Pas trop. Non, alors, je devrais pas dire ça comme ça. Comme j'étais président d'une fédé, je disais toujours aux footeux, moi, je n'aime que le sport. C'est dommage que vous en fassiez pas. Et je leur parlais de rugby. Mais c'est vrai que je préfère largement le rugby. Parce que le foot, si vous voulez, pour moi, ça a toujours été, quand j'étais patron de la police, c'est du maintien de l'ordre. Parce que, bon, les footeux sont des fois pas terribles dans leur attitude, on le voit aujourd'hui. Mais alors, les supporters, bravo. Enfin, pour moi, ça voulait dire, foot, grand match, ça veut dire, bon, maintien de l'ordre. Donc 2 compagnies de CRS chargées, les accompagner, les engager, ce que c'est lamentable. Donc je pense que le foot en lui-même a beaucoup à gagner en changeant d'état d'esprit. Merci Jean-Pierre Averin, merci Coralie, merci Thomas. Cette émission que vous avez écoutée sur Radio Colavie, vous pourrez la revoir, Thomas, à partir de mardi sur le web TV du Journal Toulousain. Merci à vous.